Dans ce moment d'une vulnérabilité sans précédent, la princesse Béatrice a fondu en larmes en faisant une révélation bouleversante et déchirante concernant son père, le prince Andrew. Qu'a donc dévoilé la princesse pour stupéfier même ses plus proches confidents et l'establishment royal? Et pourquoi les implications de ces aveux sont-elles bien plus graves que tout ce que quiconque au sein du palais avait pu imaginer? Pour saisir toute la gravité de cet instant, il nous faut démêler les fils du devoir de la loyauté et de la trahison et découvrir la vérité dévastatrice qui se cache derrière les aveux poignants de la princesse Béatrice et les cicatrices indélébiles qu'il laisse sur la maison de Windsor. Pour saisir pleinement la tragédie de cette situation, il faut d'abord comprendre la femme que la princesse Béatrice a toujours aspiré à être. Née en 1988, premier enfant du prince Andrew et de Sarah Ferguson, et septième dans l'ordre de succession au trône britannique. Béatrice a été propulsée dans un monde où chaque étape de sa vie était scrutée par le public. Dès sa naissance, elle a dû faire face à l'immense pression d'un regard public constant et souvent impitoyable. Comme nombre de membres de la famille royale avant elle, sa vie était rythmée par le protocole, les inaugurations et les apparitions publiques. Pourtant, Béatrice n'a jamais manifesté les caractéristiques d'une princesse traditionnelle prête à accepter une vie confinée à la seule cage dorée des obligations royales. Dès son plus jeune âge, elle fit preuve d'une indépendance farouche et discrète, ainsi que d'un vif intérêt pour la découverte du monde, au-delà des grilles de fer impénétrables du palais de Buckingham. Contrairement à nombre de ses pères royaux, ses parents ne l'envoyèrent pas d'emblée dans les pensionnats traditionnels et ultra-sélectifs, généralement privilégiés par la couronne. Elle commença ses études à la St. George's School d'Ascot, avant de tracer son propre chemin vers Goldsmiths, Université de Londres, où elle obtint une licence d'histoire. Béatrice choisit délibérément de saisir des opportunités sans aucun lien avec ses obligations royales, même si elle accompagnait fidèlement ses parents et sa sœur cadette, la princesse Eugénie, lors des événements d'État obligatoires. Elle était animée d'une volonté farouche de se forger une identité qui lui soit propre. Elle a effectué un stage chez Sony Pictures, impatiente de découvrir l'univers impitoyable et trépidant du secteur du divertissement. Elle s'est ensuite consacrée à un travail exigeant dans la finance et le développement commercial, n'hésitant pas à s'investir pleinement dans des projets d'entreprise complexes. Se construire une identité professionnelle légitime est devenu aussi important pour Béatrice que de préserver son héritage royal, voire plus encore. Lorsque Béatrice a traversé l'Atlantique pour s'installer temporairement à New York, elle aurait facilement pu sombrer dans le train de vie fastueux et superficiel d'une célébrité internationale. Au lieu de cela, elle a farouchement préservé son anonymat. Elle a mené une vie incroyablement discrète, évoluant avec brio dans le monde des affaires, sous le nom de code discret de Béatrice York. Dans une métropole où les apparitions de célébrités alimentent les ragots quotidiens, elle a réussi l'impossible vivre sa vie presque incognito. Elle prenait le métro, allait prendre un café comme n'importe quel professionnel et se consacrait pleinement à son travail, acquérant ainsi de véritables compétences commerciales. Plus important encore, elle a tissé des amitiés et des relations authentiques en dehors du cercle royal fermé et souvent obséquieux. Cette approche rompait radicalement avec la norme royale traditionnelle qui imposait de rester proche du Royaume-Uni et de fréquenter des milieux aristocratiques soigneusement sélectionnés. Même dans ses actions philanthropiques, l'implication de Béatrice était profondément personnelle et concrète. Elle ne se contentait pas d'apposer son nom sur des entêtes de lettres. Elle défendait des causes qui lui étaient chères, comme la sensibilisation à la dyslexie, ayant elle-même été confrontée à ce trouble d'apprentissage, ainsi que l'éducation des enfants et la promotion de la santé mentale. Pour elle, la charité n'a jamais consisté à se présenter sourire aux photographes et repartir. Il s'agissait d'un engagement authentique. Lors de ses interventions, elle parlait avec le cœur puisant dans son propre vécu pour créer un lien profondément humain avec les gens. Sa vie privée a suivi le même modèle de dignité et de discrétion. Alors que les idylles royales sont traditionnellement conçues pour se dérouler sous le regard avide des paparazzi du monde entier, Béatrice a su préserver l'intimité de sa relation avec le promoteur immobilier Edoardo Mapelli Mozzi durant ses premiers mois. Lorsque le couple s'est finalement marié,
à l'été 2020 en pleine pandémie mondiale. Leur mariage a marqué une rupture totale avec les fastes télévisés des cérémonies royales d'antan. Pas de cortège, ni de millions de téléspectateurs. Ce fut une cérémonie intime et secrète à Windsor, en présence uniquement de la reine, du prince Philippe et de leurs proches. Au lieu de rechercher la domination des médias internationaux, le couple a seulement publié quelques photos romantiques et de bon goût. Même après la naissance de sa fille, Sienna, en 2021, son désir de vivre dans la discrétion est resté intact. L'annonce de la naissance faite avec chaleur, mais dans la plus grande discrétion, a clairement signifié au monde entier que Béatrice souhaitait élever ses enfants à l'abri des regards indiscrets et toxiques qui avaient marqué son enfance. Elle n'a pas pour autant abandonné ses engagements royaux. Elle est restée présente au mariage, jubilé et funérailles nationales, mais ses choix professionnels, personnels et philanthropiques ont clairement démontré une chose. Elle souhaitait être reconnue pour sa personnalité et non pour son titre. Avec douceur et brio, elle redéfinissait ce que signifiait être une princesse moderne, conciliant le poids immense de son héritage et la liberté d'une vie normale. Elle incarnait une figure royale accessible, une femme qui subvenait à ses besoins, occupait un poste exigeant et connaissait la réalité au-delà de la bulle étouffante des privilèges extrêmes. Pendant des années, il a semblé que Béatrice avait réussi l'impossible. Elle avait bâti une vie solide et respectueuse, honorant sa famille, tout en préservant sa tranquillité. Mais cet équilibre était bien plus fragile qu'on ne l'imaginait. Car aussi indépendante soit-on, une Windsor est intrinsèquement liée à l'institution. Et dans le monde royal, aucune vie privée ne peut vous protéger lorsqu'une tempête dévastatrice se prépare au cœur même de votre famille. À l'automne 2019, la tempête s'abattit avec une force terrifiante. Ce scandale d'une telle ampleur allait non seulement anéantir la réputation de son père, mais aussi menacer de réduire à néant la vie paisible que Béatrice avait si patiemment construite. L'éruption commença en juillet 2019, lorsque Jeffrey Epstein, le financier américain déchu, fut arrêté à New York pour des accusations abominables de trafic sexuel de mineurs. L'arrestation d'Epstein fit exploser la boîte de Pandore et révéla de sombres secrets au sein de l'élite. Presque aussitôt, les noms des hommes puissants qui lui étaient associés firent la une des journaux du monde entier. En tête de liste figurait le prince Andrew, duc de York. Les tabloïds internationaux se sont déchaînés. Les médias ont pris d'assaut la famille royale, exigeant des réponses sur la longue amitié d'Andrew avec un prédateur condamné. Dans une tentative désespérée et profondément mal avisée de reprendre le contrôle de l'histoire, le prince Andrew a accordé une interview télévisée à l'émission Newsnight de la BBC en novembre 2019. Il souhaitait apaiser la polémique grandissante et laver son nom. Au lieu de cela, il a provoqué ce qui est aujourd'hui largement considéré comme le suicide médiatique le plus spectaculaire et le plus dévastateur de l'histoire moderne de la famille royale. Son comportement durant l'interview fut désastreux. Il sembla totalement dépourvu d'empathie, se contentant de fournir des excuses désinvoltes et incompréhensibles qui suscitèrent un tollé international immédiat. Confronté aux allégations de Virginia Giuffre, qui affirmait avoir été victime de trafic sexuel et livrée au prince, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Andrew déclara de façon infamante que cette rencontre était impossible, car il se trouvait dans un Pizza Express à Woking. De plus, il prétendit que la description faite par Giuffre, le décrivant en train de transpirer abondamment, était physiquement impossible en raison d'une maladie contractée après avoir été blessé par balle pendant la guerre des Malouines. Il n'exprima aucun regret quant à son amitié avec Epstein, se contentant de déclarer qu'elle avait été utile. Au lieu d'apaiser les tensions, Andrew ne fit qu'attiser la polémique. Le véritable tournant s'est toutefois produit lorsque le scandale est passé du tribunal de l'opinion publique à celui de la justice. En janvier 2022, un juge fédéral américain a porté un coup dur au duc en rejetant officiellement la requête d'Andrew visant à faire annuler la plainte pour abus sexuels déposée par Virginia Giuffre. Cette décision a provoqué une onde de choc mondial. Pour un homme qui avait passé sa vie entière à l'abri d'une richesse incommensurable et des privilèges royaux absolus, la perspective de devoir répondre de ses actes devant la justice était stupéfiante.
Le tribunal a prouvé qu'aucun titre, pas même celui conféré par la reine d'Angleterre, ne place un homme au-dessus des lois. Derrière les titres fracassants des journaux et les interminables procédures judiciaires, la tension était palpable. La princesse Béatrice était prise dans un violent choc entre le monde paisible et respectable qu'elle s'était construit et l'horrible scandale qui impliquait son père. Son existence qu'elle avait définie en se tenant volontairement à l'écart de la controverse était désormais menacée. Lors de ses apparitions publiques, l'atmosphère autour d'elle se chargeait de questions non formulées. Ses pas devenaient hésitants, ses sourires forcés. Elle avait bâti sa vie pierre par pierre, et voilà que son père venait de la détruire. Chaque nouveau développement, chaque convocation au tribunal, chaque courriel divulgué, chaque destitution de son père de ses fonctions royales, bouleversait profondément la vie de Béatrice. La crise dépassait le simple cadre des relations publiques. Elle se transformait en un combat existentiel pour la loyauté, la survie et l'identité. Le fragile équilibre qu'elle avait maintenu était en train de basculer. Garder le silence lui semblait de plus en plus une trahison de ses propres principes, et pourtant prendre la parole risquait de faire s'effondrer la monarchie et de détruire sa famille. L'exposition médiatique à laquelle elle a été confrontée n'était pas seulement une atteinte à sa réputation. C'était un traumatisme émotionnel profondément douloureux. Tout ce qu'elle avait accompli par ses propres mérites fut soudainement éclipsé par un scandale sordide et grotesque auquel elle n'avait absolument pas contribué. Malgré tous ses efforts pour compartimenter sa vie, l'ombre de son père la suivait dans chaque salle de réunion, chaque gala de charité et chaque instant privé. Dans les mois douloureux qui suivirent le désastre de Newsnight, Béatrice se retrouva accablée par le poids d'accusations qu'elle n'avait pas formulées et de fautes qu'elle n'avait pas commises. Son nom jadis, synonyme de générosité, discrète et d'une certaine élégance, fut mêlé à ceux de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, simplement à cause de l'homme qu'elle appelait « papa ». Béatrice connaissait mieux que quiconque la brutalité de la presse britannique. Elle était la cible des tabloïds depuis l'adolescence. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas des spéculations cruelles, mais anodines sur ses choix vestimentaires ou son poids. Il s'agissait d'un vaste réseau criminel international, et le nom de sa famille était à jamais entaché dans son histoire. Son premier réflexe, aiguisé par des décennies de formation royale, fut le silence absolu. Non pas qu'elle fût dépourvue d'opinion, mais parce qu'elle savait que les médias disséqueraient, déformeraient et instrumentaliseraient la moindre de ses paroles. Elle assista avec horreur aux tentatives de défense de son père qui ne firent qu'accroître son humiliation. Elle était prise au piège d'un paradoxe insoluble. Le défendre, c'était s'exposer à être accusée de complicité et de trahison envers les victimes. Prendre ses distances, c'était être crucifiée comme une fille froide et infidèle, abandonnant son père dans sa plus grande détresse. Il n'y avait aucun refuge. L'aspect le plus terrifiant de cette épreuve était l'incertitude profonde. Les accusations portées contre Andrew étaient vastes, complexes, et liées à un homme dont le suicide opportun dans une cellule de prison à Manhattan n'avait fait qu'alimenter la suspicion et les théories du complot au sein de l'opinion publique. Béatrice n'attendait pas qu'une brève tempête médiatique se calme. Elle était prise au piège d'un ouragan sans fin. Son silence, d'abord symbole de dignité royale, s'était mué en un acte désespéré de survie. Pourtant, la pression montait et le barrage était voué à céder. Lorsque le point de rupture fut atteint, les médias n'en croyaient pas leurs yeux. Des rumeurs commencèrent à circuler, selon lesquelles la princesse Béatrice, la fille stoïque et discrète, aurait écrit une lettre profondément émouvante, détaillant ses véritables sentiments face à la catastrophe. D'abord considérés comme de simples ragots, des extraits de la lettre furent rapidement dans la presse et son authenticité devint indéniable. Le fait que cette lettre se voulait une correspondance profondément privée avec une amie de confiance et non un communiqué de presse, soigneusement préparé, rendit son contenu explosif. Toute sa vie, Béatrice avait respecté le code royal, ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. Jamais elle n'avait contredit publiquement son père ni laissé transparaître le moindre doute devant les caméras. La lettre divulguée a brisé cette illusion, révélant une femme qui ployait sous le poids d'une institution au sein de laquelle elle était née, suffoquant sous l'injonction de renier son humanité au nom de la couronne. Les mots étaient crus, empreints d'une vulnérabilité qu'aucune cellule de crise n'aurait pu simuler.
Dans sa lettre, Béatrice se livra à cœur ouvert. Elle confessa son désarroi absolu face aux conclusions des enquêtes et au traumatisme apocalyptique qu'elles avaient infligé à sa famille. Elle reconnut une sombre réalité que le palais refusait d'admettre. Sa famille ne s'en remettrait jamais vraiment. Il ne s'agissait pas d'un simple faux pas social. Il s'agissait d'une accusation qui, dans un autre contexte, aurait valu à un homme d'être emprisonné à vie. Avec une lucidité bouleversante, Béatrice a décrit la perte douloureuse de son identité. Elle a expliqué comment son nom de famille, jadis source d'une immense fierté et d'un poids historique considérable, lui avait été dérobé. Il était devenu une arme toxique, une source de moquerie, une tache indélébile. Elle a exprimé son profond épuisement, tous les efforts qu'elle avait déployés pour être prise au sérieux dans le monde des affaires, pour finalement voir le nom de famille York la replonger dans un bourbier de scandale où elle n'avait absolument rien à faire. Ce qui la faisait le plus souffrir, c'était d'évoquer le supplice moral que lui infligeait sa situation. Elle décrivait la tension insoutenable qu'elle ressentait entre une profonde empathie pour les victimes d'abus et une loyauté instinctive et biologique envers le père qui l'avait élevée. Elle exprimait sa terreur face à la façon dont les choix inconsidérés et arrogants de son père avaient durablement marqué sa vie et pire encore, celle de ses enfants innocents qu'elle avait si désespérément tenté de protéger des regards indiscrets. Dans la famille royale, un titre est censé être un bouclier, une armure de respectabilité. Pour Béatrice, son titre était devenu une cible rouge, géante peinte dans le dos. Elle confiait sa peur paralysante de ne plus jamais pouvoir entrer dans une pièce, sans se demander si les personnes qui lui souriaient ne faisaient pas en silence le lien avec l'île d'Epstein. Pourtant, au milieu des critiques acerbes adressées à son père, la lettre révélait un amour obstiné et tragique. Elle y affirmait clairement que malgré le monstre dépeint par les médias, elle voyait toujours l'homme qui l'avait tenue dans ses bras lorsqu'elle était enfant. Elle soulignait également la différence frappante dans la manière dont elle et sa sœur géraient la crise. Elle louait la princesse Eugénie pour son soutien indéfectible et public à Andrew. Tandis que Béatrice se réfugiait dans un silence douloureux, Eugénie avait choisi de le soutenir, ouvertement marchant à ses côtés lorsque la presse était enragée. Béatrice considérait les actions de sa sœur comme des actes d'amour profonds et courageux, même si elle-même était trop déchirée pour en faire autant. La lettre prouvait qu'une fille peut aimer son père de tout son cœur, tout en remettant profondément et fondamentalement en question la moralité de ses choix. Lorsque le contenu de la lettre fit la une des journaux, la réaction fut retentissante. Buckingham Palace, fidèle à sa réputation, garda un silence glacial et terrifié. Les tabloïds s'en donnèrent à cœur joie, disséquant chaque virgule. Certains commentateurs cruels y virent une trahison masquée par le chagrin, tandis que d'autres la saluèrent comme un acte d'un courage immense. La première fois qu'un membre important de la famille royale reconnaissait les dommages collatéraux humains du scandale de York. Mais alors que la lettre faisait le tour du monde, une question inquiétante demeurait si Béatrice cédait sous la pression que ferait la couronne à Andrew lorsque sa patience légendaire atteindrait enfin ses limites. La réponse fut d'une rapidité brutale et historique. Les murs de Buckingham Palace ne se sont pas contentés d'encercler le prince Andrew. Ils se sont effondrés entièrement, réduisant à néant son statut d'intouchable. Pendant plus de 60 ans, il avait vécu sous une protection absolue. Le titre d'Altesse royale, ses prestigieuses décorations militaires et ses patronages officiels constituaient l'essence même de son existence. Mais en janvier 2022, la reine Elizabeth, guidée par le devoir envers l'État, plutôt que par l'amour pour son fils, prit une décision qui changea le cours de l'histoire royale. Andrew fut convoqué au château de Windsor. Il franchit les portes ancestrales en tant que prince du royaume vétéran décoré et membre éminent de la famille royale. Quelques minutes plus tard, il en ressortait déshonoré et mis au banc de la société. Lors d'une réunion d'une efficacité impitoyable, la reine dépouilla son fils qu'elle considérait comme son préféré de ses affiliations militaires, de ses patronages royaux et de son droit d'utiliser le titre d'Altesse royale à titre officiel. Il devait désormais faire face à son procès civil comme un simple citoyen. L'institution a amputé le membre infecté pour sauver le corps. L'annonce publique fut une leçon magistrale de cruauté royale choquant le monde entier et brisant complètement Andrew. La monarchie,
L'institution même qu'il avait servie et derrière laquelle il s'était caché toute sa vie, lui avait arraché le tapis sous les pieds. Immédiatement, le monde des affaires emboîta le pas à la couronne. Les universités rompirent leurs liens avec lui, les organisations caritatives le retirèrent de leur conseil d'administration et son entreprise Fair s'effondra du jour au lendemain. Financièrement et socialement, Andrew fut exilé. Sans son soutien, son influence s'évanouit. Des rumeurs désespérées circulèrent dans la haute société londonienne quant à la manière dont il financerait ses honoraires d'avocat exorbitants, ce qui entraîna la vente rapide et discrète de ses luxueuses propriétés privées. L'homme qui jadis arpentait les couloirs du pouvoir avec arrogance, se croyant intouchable, était devenu un paria. Surtout, cet exil fut définitivement imposé par les futurs rois. Le prince Charles, farouchement soucieux de préserver la fragile pertinence moderne de la couronne, voyait dans la chute d'Andrew le catalyseur nécessaire à la réalisation de sa vision d'une monarchie allégée. Le prince William, profondément conscient de la tolérance déclinante du public face aux écarts de conduite royaux, resta fermement aux côtés de son père. Ils érigèrent un mur invisible et infranchissable entre Andrew et l'avenir de la maison de Windsor. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Mais la chute d'Andrew n'était pas un événement isolé. Ce fut un véritable séisme qui déclencha une restructuration interne massive de la famille royale. La monarchie fut contrainte de se regarder en face et d'admettre que l'ère de la déférence aveugle était révolue. Dans un monde moderne exigeant transparence et responsabilité, la couronne ne pouvait plus se permettre d'accumuler des dettes. La vision de Charles d'une famille royale restreinte et resserrée, Charles Camilla, William et Kate, devint immédiatement réalité. Le fardeau de service public a fortement pesé sur les membres actifs de la famille royale. Des personnalités comme la princesse Anne ont dû assumer des emplois du temps exténuants pour combler le vide laissé par Andrew, puis par Harry et Meghan. Le célèbre balcon du palais de Buckingham, autrefois grouillant de cousins éloignés et de membres mineurs de la famille royale, s'est considérablement vidé, offrant au monde une image épurée et très contrôlée. C'était la représentation visuelle d'une monarchie sur la défensive. Sur le plan intérieur, le traumatisme fut dévastateur. La reine passa ses derniers mois à porter le fardeau insoutenable de l'exil de son fils. La dynamique familiale des York fut irrémédiablement brisée. Béatrice et Eugénie durent évoluer dans un monde où leur père était un paria. Chaque gala de charité, chaque mariage mondain, chaque apparition publique impliquait désormais un calcul douloureux. Pouvait-elle se permettre d'être photographiée en sa compagnie? Même Sarah Ferguson, divorcée d'Andrew depuis longtemps, s'est retrouvée sous les feux des projecteurs en tant que sa plus fervente défenseur. Sa loyauté indéfectible envers son ex-mari a déconcerté le public, mais pour Sarah, l'abandonnée revenait à livrer sa famille au loup. La chute spectaculaire du prince Andrew constitue l'ultime mise en garde pour la royauté moderne. Elle a prouvé que si la reine d'Angleterre a pu regarder son propre fils droit dans les yeux et le dépouiller de son identité pour protéger la couronne, alors absolument personne n'est à l'abri. L'institution est une machine qui inévitablement se protégera elle-même avant de protéger les citoyens. Pour la princesse Béatrice, l'héritage du scandale de son père est un fardeau permanent, une ombre qui plane sur chaque repas de famille, chaque Noël à Sandringham et chaque été à Balmoral. Elle a lutté toute sa vie pour être reconnue pour ses propres mérites, pour finalement comprendre qu'au sein de la famille royale, on n'est à jamais enchaîné au péché de son sang. La famille d'York ne se contente plus de gérer une crise de relations publiques. Elle est prisonnière d'un exil tragique et permanent au sein même de sa demeure. Et derrière les murs froids et austères de la monarchie britannique, de tels fantômes ne disparaissent jamais vraiment.